Alors, nous voici avec le cours donc, sur l'homéopathie. Donc, on va voir l'homéopathie est basée sur un concept donc, totalement différent de tout ce qu'on a pu voir jusque maintenant. Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais tout de suite prendre un exemple. Donc, déjà au niveau du titre, vous voyez qu'il est mis l'homéopathie. Donc, c'est ce qu'on appelle le traitement du semblable par le semblable. Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase-là. Ici, j'ai pris les granules de Nux vomica, donc c'est quelque chose qui se vend quand même assez souvent. Donc c'est 9CH en dilution homéopathique. Donc pour vous expliquer un petit peu sur quoi c'est basé, donc Nux vomica, c'est du latin, ça veut dire noix vomique. Les noix vomiques, en fait, ce sont ici des graines qui viennent d'un arbre qu'on appelle le vomiquier. Donc comme son nom l'indique, il porte bien son nom, si on mange ces graines, ben, ça va nous faire vomir. Et ça peut même être beaucoup plus grave que ça, parce qu'à l'intérieur donc, de ces graines, il y a un poison, il y a une molécule qu'on appelle la strychnine, donc qui est vraiment considérée comme un poison qui peut être mortel. Donc vous voyez que ce médicament contient en fait un poison. Mais on l'utilise pour traiter les nausées et vomissements. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le traitement du semblable par le semblable, parce qu'on prend quelque chose qui, donné à concentration classique, je veux dire si on ingère les graines, ben, ça va nous faire vomir, mais en homéopathie, on va en fait diluer énormément ce produit. Du coup, il va nous permettre de guérir les nausées et les vomissements. C'est pour ça qu'on dit traitement du semblable par le semblable. On prend quelque chose qui à dose normale nous ferait vomir pour, si on vomit, une fois qu'on l'a vraiment dilué, ben, va pouvoir traiter nos vomissements. Donc c'est ça en fait l'homéopathie. Donc les dilutions sont énormes, hein. Il y a deux types de dilutions différentes. Il y a soit ce qu'on appelle la dilution hahnemannienne, c'est Hahnemann qui l'a découverte, ou on va voir après la dilution korsakovienne, c'est Monsieur Korsakov qui l'a inventée. Donc les dilutions hahnemanniennes, vous les reconnaissez par exemple comme on l'a vu ici sur le granule avant, il est marqué CH. Parfois ça peut être D ou DH, on va voir quelle est la différence avec cette dilution-là. Donc pour vous expliquer par rapport à l'exemple de tout à l'heure, donc la noix vomique, hein, les graines, on va en faire une teinture mère. Donc ça veut dire qu'on va en diluer dans une solution donc d'eau et d'alcool. Pour faire cette dilution animalienne, comment est-ce que ça se passe? On va prendre plusieurs flacons en fonction de la dilution qu'on veut faire. Si on veut faire une dilution 4CH, ben, il y aura 4 flacons. Si on veut faire une dilution 30CH, ben, il y aura 30 flacons. Dans chacun des flacons, il va y avoir, je ne vais pas dire 99 volumes, mais pour vous expliquer, 99 gouttes, par exemple, de solvant. Ça va, 99 gouttes chaque fois de solvant. Par exemple, c'est un mélange d'eau, d'alcool ou juste de l'eau, enfin ça dépend un peu. Mais donc, on va prendre notre teinture mère de départ. On va prendre une goutte de teinture mère qu'on va venir mettre dans le premier récipient qui en contient déjà 99. Donc ça veut dire qu'il y a une dilution 100 fois qui a été faite. Puis, il va y avoir ce qu'on appelle une dynamisation à chaque étape. Ça veut dire qu'avant de passer à l'étape suivante, on va dynamiser, on va secouer très fort chaque flacon. Donc, on a mis une goutte de la teinture mère dans 99 gouttes de solvant. On secoue, ça nous donne une dilution ACH. Ça veut dire que la goutte a été diluée 100 fois. Étape suivante, si on veut la dilution suivante, on prend une goutte de ACH qu'on met dans 99 gouttes de solvant, on dynamise et on obtient la dilution 2CH. Donc ça veut dire que la première fois on a dilué 100 fois, mais là on a encore redilué 100 fois. Donc ça veut dire que ici on vient de diluer 10 000 fois. Okay, c'est chaque fois un facteur 100. Dilution suivante, on prend une goutte de cette solution 2CH qu'on vient diluer dans 99 gouttes d'eau d'alcool. Donc on redilue encore 100 fois et ainsi de suite. Donc je vous ai mis un exemple ici. Quand vous avez une dilution 15CH, ben, c'est comme si on avait dilué tout ça X fois. Ça va? On rajoute chaque fois un double zéro puisqu'on dilue chaque fois 100 fois. Et donc là, j'ai mis double zéro 15 fois. Enfin, je vous laisse regarder combien de fois ça fait de dilution. Mais c'est donc énorme. Et donc, selon l'homéopathie, puisqu'on part d'un poison, selon l'homéopathie, ben, plus on dilue, plus notre solution est efficace. Donc, en gros, ici, 4CH pour un homéopathe est plus fort qu'une solution ACH.
Je vous laisse imaginer 30 CH la dilution, ce que ça fait comme nombre de zéros, ce que ça fait comme dilution. Quand on fait une goutte dans 9 gouttes au lieu de 99, on dilue 10 fois et c'est là qu'on a ce qu'on appelle la dilution D ou DH. C'est pour dire qu'on a dilué chaque fois 10 fois plutôt que 100 fois. Mais le plus courant, ce que vous allez voir, c'est ceci. Un autre type de dilution, donc c'est la dilution korsakovienne. Donc ça, c'est une méthode de dilution différente. Mais c'est aussi chaque fois un facteur 100 en fait qui est dilué. Vous avez de nouveau la teinture mère qui est dans un flacon. On va vider ce flacon et alors en fait on considère qu'il reste 1/100 de la teinture mère sur les parois du flacon. On remet de nouveau 99 gouttes d'eau par exemple ici, on dynamise et on a une solution 1K. Si on veut faire une dilution 2K, on revide notre flacon de 1K, on considère qu'il reste 1/100, on remet 99 gouttes d'eau, et donc on a encore redilué 100 fois, on a dilué 10 000 fois, on a notre solution 2K, et ainsi de suite. Et pareil, toujours, l'effet, selon les homéopathes, augmente avec la dilution, donc une solution 12K sera toujours plus forte qu'une solution 6K. Alors attention, dans la dilution korsakovienne, les homéopathes disent qu'une solution à 35,1 ou 35K ou tout multiple, pour eux, c'est considéré comme un placebo. Et si par exemple en officine on n'a pas la dilution 5CH de la dilution anémanienne, pour eux ça correspond à une dilution 30K. Alors que si on fait le calcul, ça ne correspond pas. Mais donc pour eux, 30K c'est égal à 5CH. Donc sa dilution korsakovienne, vous le retrouvez donc sur les flacons, c'est la lettre K que vous allez retrouver. Donc l'homéopathie, pour reprendre les 3 grands principes qui font que c'est de l'homéopathie. Donc premier principe, c'est le principe de similitude. Donc je prends l'exemple du nux vomica. Je prends quelque chose qui normalement me ferait vomir à concentration normale, mais si je le dilue, ça c'est le principe d'infinitésimalité plus la dynamisation, le fait qu'on secoue, plus je le dilue, plus cette dilution-là va me permettre de guérir le symptôme donc de vomissement. Et enfin, totalité, c'est le fait que la personne est prise dans son entier. Donc ça veut dire quand on va chez un médecin homéopathe, il va poser énormément de questions pour savoir quel type de personne on est. Donc ça veut dire que par exemple, si y a 2 personnes différentes qui vont pour des symptômes de la grippe chez un médecin homéopathe, elles ne vont pas forcément ressortir de chez le médecin avec le même traitement. Ça va ? C'est en fonction de la personnalité, mais un va ressortir avec tel traitement et l'autre avec un autre. Donc c'est pour ça que je dis dans le cours, attention aux spécialités toutes préparées. Je prends l'exemple ici du sédatif PC qui est un médicament donc tout prêt pour tout ce qui est problème du sommeil par exemple. Mais là, à ce moment-là, c'est en officine, on vient, on a un problème pour dormir, on aimerait bien un médicament homéopathique, mais tout le monde va prendre la même chose. On ne va pas faire quelque chose de précis pour chaque personne. Donc ça, ces médicaments-là, ils ne respectent pas le principe de totalité puisque toute personne qui a un problème d'insomnie aura le sédatif PC. Par contre, s'ils vont chez un médecin homéopathe pour un problème d'insomnie, les personnes vont ressortir chaque fois avec un traitement différent. Donc il y aura tel type de granules qui seront associés entre eux et le traitement sera différent pour chacun. Alors il faut savoir que l'homéopathie n'a jamais montré son efficacité. Donc si je reprends au niveau du CBIP, qui est quelque chose de neutre par rapport donc, aux médicaments, donc quand je prends dans la rubrique médicaments homéopathiques positionnement, je lis ce qu'il est indiqué. Donc à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve valable d'une efficacité supérieure des médicaments homéopathiques par rapport au placebo. On sait que quand on dit à quelqu'un, quand on fait croire à quelqu'un qu'on va lui faire prendre quelque chose, mais s'il pense déjà que c'est un médicament qu'il prend, il va déjà se sentir mieux, alors qu'à l'intérieur, il n'y a peut-être que du sucre. Donc ça, c'est l'effet placebo. Ça, on sait que ça fonctionne. D'ailleurs, il y a des personnes qui, par exemple, vont prendre de l'Afalgan comprimé parce qu'elles ont mal à la tête. Après 5 minutes, elles vont déjà se sentir mieux. Alors qu'un comprimé, le temps qu'il soit dissous, qu'il arrive au niveau sanguin et qu'il fasse son efficacité, il faut au moins 20 minutes. Donc l'effet placebo, on le connaît, on sait que c'est efficace. Mais on n'a jamais pu montrer, aucune étude n'a jamais pu montrer que les médicaments homéopathiques, avec leur spécificité, donc de traiter le semblable par le semblable, et pour ça il faut qu'il soit absolument dissous, enfin à des doses infinitésimales, on n'a jamais montré l'efficacité de ces médicaments homéopathiques. Deuxième remarque, il était indiqué dans le CBIP,
c'est que donc, dans le CBIP, il y a certaines spécialités qui sont enregistrées, donc que vous allez retrouver inscrites dans le CBIP. Mais ces médicaments-là, donc, pour lesquels un enregistrement a été accordé, donc selon les procédures européennes spécifiques, sont en fait des médicaments pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché est plus facile que pour les médicaments classiques. Et dans le répertoire, vous avez même moyen d'aller voir ce qu'on appelle le Folia de janvier 2018, où justement le Conseil donc, européen des académies de sciences est contre ça, est contre le fait que pourquoi est-ce que les médicaments homéopathiques, on leur simplifie la vie pour pouvoir avoir le statut de médicament et être enregistré, alors que tous les autres doivent fournir énormément de preuves, faire des études, dépenser beaucoup d'argent, etc. Pour eux, c'est pas logique, et donc ils aimeraient bien que ces médicaments-là, pour pouvoir être enregistrés, puissent fournir les études et montrer leur efficacité. C'est pas le cas. Donc ça, voilà, il y a comme ça un cas particulier pour les médicaments homéopathiques, et alors que ça n'a pas prouvé l'efficacité, en tout cas pas plus par rapport au placebo. Donc, l'homéopathie, il faut savoir qu'il peut y avoir trois sources. On peut soit partir de sources végétales, exemple, le Nux vomica, je vous ai dit, c'était donc les graines qui viennent d'un arbre, donc on est bien dans le règne végétal. Coffea cruda, c'est à base de café, c'est toujours, tous les noms sont en latin. Belladonna, c'est aussi une plante qui est toxique, on en reparlera dans le cours de phyto. Coffea, par exemple, pour vous montrer de nouveau le principe de l'homéopathie, donc ça vient du café. Mais le café, si on en consomme, au niveau, ça va éveiller la vigilance, donc ça pourrait provoquer des problèmes d'insomnie, d'accord? On ne saura pas bien dormir si on a bu beaucoup de café. Mais voilà, ici, l'homéopathie, puisqu'on a dilué énormément ce café, et bien, du coup, on va pouvoir traiter les symptômes de l'insomnie. Donc le coffea, c'est donné pour les problèmes d'insomnie. Okay. Deuxième source qui peut être utilisée, donc c'est une source minérale, donc par exemple du soufre, de l'arsenic, c'est quelque chose de toxique, mais de nouveau dilué, ça permet de traiter les symptômes que ça aurait donné à concentration normale. Aurum metallicum, c'est fait à base d'or. Et également, il y a des sources animales. Donc Apis mellifica, en fait, c'est l'abeille entière qui est utilisée, qui est donc de nouveau écrasé, dilué, pour pouvoir faire Apis mellifica, qui est donné par exemple pour tout ce qui est gonflement, piqûres d'insectes, etc. Ocyococcinum, que vous connaissez sûrement, qui donc est donné pour tout ce qui est état grippaux, mais en fait c'est fait à base de foie et de cœur de canard de Barbarie. Donc voilà, maintenant d'où est-ce qu'on utilise le cœur et le foie de canard de Barbarie, je n'en sais rien. Mais donc c'est pour vous montrer qu'il y a bien trois sources différentes au niveau de l'homéopathie. Souvent l'homéopathie se présente comme étant naturelle, en utilisant le terme naturel pour monsieur et madame tout le monde, je pense qu'ils essayent de faire croire que c'est à base de sources végétales, pardon, mais on est bien d'accord qu'il y a les trois sources qui peuvent être utilisées en homéopathie. Alors ça, pour moi, c'est hyper important parce que y a énormément de personnes qui confondent homéopathie et phytothérapie sur deux plans, donc ça n'a absolument rien à voir. Donc l'homéopathie, on vient de le voir, ça utilise les trois sources, donc ce n'est pas que du végétal, ça c'est déjà une première chose. Et donc vous avez vu, c'est des dilutions successives de poisons qui permettent de traiter les symptômes que ça aurait donné à concentration normale. Tandis que la phytothérapie, là on est bien d'accord, ce ne sont que des végétaux qui sont utilisés, mais qui sont utilisés à forte concentration, c'est-à-dire on va prendre des plantes séchées, on va par exemple les écraser pour en faire de la poudre, ou on va les diluer dans un mélange d'eau et d'alcool pour faire une teinture mère, ou on va les prendre sous forme donc, de plantes séchées pour faire des tisanes, etc. Donc il n'y a pas du tout de dilution successive pour pouvoir faire de la phytothérapie, c'est les plantes telles quelles qu'on utilise, et ça par contre ça a montré son efficacité, puisque c'est d'ailleurs les premiers médicaments ont été, les premiers principes actifs ont été découverts dans les plantes, exemple avec l'acide salicylique, dont est dérivé l'acide acétylsalicylique, donc l'aspirine, qui vient de l'arbre de l'écorce de saule, ou encore d'une plante qui s'appelle la reine des prés qui en contient. Donc ça, la phyto, c'est la base du développement des médicaments. Donc vraiment ne pas confondre les deux et pouvoir expliquer donc la différence. Alors,
il y en a souvent, quand je parle d'homéopathie, qui me disent oui, mais par exemple, il y a l'arnica qui fonctionne très bien. Alors, pour vous montrer comment est-ce que l'homéopathie l'utilise, donc l'arnica, on est d'accord, c'est une plante, c'est une fleur, qui, exemple ici, j'ai pris chez Pranarome, on utilise ce qu'on appelle l'huile de macération, l'huile végétale. Comment est-ce qu'on a fait pour faire cette huile-là? On a pris les fleurs d'arnica, qu'on a fait tremper dans une huile, ça pourrait être de l'huile d'olive, une huile végétale de base, et on les a fait macérer comme ça pendant plusieurs jours, et ça va donner donc ce qu'on appelle l'huile de macération d'arnica. Donc là, la plante, elle est bien active, il y a les principes actifs qui ont été allez, transmis à l'huile, enfin, qui ont diffusé dans l'huile. Donc cette huile-là, on peut la mettre par exemple sur la peau quand on s'est cogné pour les bleus, c'est surtout ça qui est connu pour l'arnica, et ça marche d'ailleurs très bien. Par contre, l'huile végétale, enfin l'huile de macération d'arnica, on le verra dans le prochain petit cours, c'est une huile qu'on ne peut absolument pas ingérer. On ne peut pas la prendre par voie orale parce que ça pourrait donner des problèmes cardiaques. Donc ça, c'est très très important. Contrairement à beaucoup d'autres huiles végétales dont on parlera, comme par exemple l'huile d'olive, je sais pas moi, l'huile de noix, l'huile de noisette, etc., ben, c'est des huiles qu'on peut aussi bien mettre en usage externe ou utiliser en cuisine par exemple ou avaler. Donc ça c'est vraiment une exception, c'est une huile qu'on ne peut absolument pas avaler parce qu'elle est toxique péros. Donc en homéopathie, elle est utilisée cette plante arnica, mais attention, donc justement c'est là que je vous dis qu'il faut vraiment avoir un esprit critique et bien regarder la composition des médicaments. Donc là j'ai pris deux exemples. Je prends celui ici, donc on est bien chez Boiron, à Boiron qui est la firme homéopathique une des plus connues. Donc il fait ici le gel Arnigel, donc à base d'arnica. Mais ici, on n'est pas du tout dans de l'homéopathie. Si vous regardez la composition, c'est Arnica montana, donc c'est la plante ici Arnica, teinture-mère. Donc ils n'ont pas fait des dilutions pour pouvoir faire leur arnigel. Ils ont pris la teinture-mère d'Arnica, donc les fleurs qui ont été dans de l'eau et de l'alcool, trempées dans de l'eau et de l'alcool, pour pouvoir faire leur gel. Donc ici, c'est de la phytothérapie. Ça va? Tandis que leurs granules, je vous ai dit, Péros, on ne peut pas prendre de l'arnica parce que sinon c'est toxique. Donc là, on retombe dans le principe de l'homéopathie. Ben, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'arnica, ils vont le diluer, et du coup, ils vont le mettre sous forme de granules qu'on peut prendre Péros. Ça va? Donc là, l'arnica montana en granules, c'est bien de l'homéopathie, mais l'arnigel, dans ce cas-ci, on est dans de la phytothérapie, c'est de la teinture mère qui est utilisée, il n'y a pas eu de dilution. Un autre exemple, le sirop stodal. Donc il y a plusieurs choses qui sont à dilution homéopathique, on voit tous les CH, mais si vous regardez dans les autres composants, il y a du concentré de tolu et du concentré de polygala, qui sont deux plantes, donc là qui sont utilisées à dose donc phytothérapeutique, et donc du coup de nouveau ici c'est de la phyto et pas de l'homéopathie. Autre exemple très connu, l'homéoplasmine, il n'y a aucune dilution homéopathique ici dedans, ce ne sont que des teintures de plantes. Donc ici, l'homéoplasmine, ce n'est pas un médicament homéopathique, c'est de nouveau de la phytothérapie, même si Boiron, quand on regarde ses pubs, le fait vraiment passer pour un médicament homéopathique, ouais, et ne présente pas ça comme un médicament à base de phyto. Autre exemple, parce que ça je m'en suis rendu compte en allant voir sur leur site, il y a toute une gamme qui est sortie, je n'ai pris qu'un seul exemple ici, donc de nouveau par Boiron, exemple ici sous forme de sirop, relaxation à base de passiflore, mais si vous regardez la composition, c'est un extrait hydroalcoolique donc de la plante passiflore, donc là on est bien d'accord aussi que c'est de la phytothérapie, il n'y a pas de dilution homéopathique puisque c'est connu, la passiflore, c'est une plante qui calme et qui permet de traiter l'anxiété ou des problèmes d'insomnie. Donc, contrairement à l'homéopathie où il y a les dilutions, là, comme c'est très très fortement dilué, et je vous ai dit ça n'a pas montré plus d'efficacité qu'un placebo, les médicaments homéopathiques, on peut les donner à tout le monde. Bébé, femme enceinte, personne âgée, absolument tout le monde. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de contre-indication. Mais quand vous regardez par exemple ici la notice de ce sirop-ci, ben, le mode d'emploi, ils mettent bien que c'est enfant de plus de 12 ans, déconseillé aux femmes enceintes, parce qu'on n'est plus dans des dilutions homéopathiques. Et c'est ça, moi, j'aimerais vraiment bien que
que vous ayez ça en tête, c'est toujours avoir l'esprit critique et de regarder, même quand c'est présenté comme homéopathique, de regarder la composition. Si vous voyez teinture-mère, donc TM ou extrait hydroalcoolique, ben vous avez compris qu'on n'est plus dans de l'homéopathie, mais qu'on est dans de la phytothérapie, et donc du coup, ben, il peut y avoir des contre-indications contrairement aux médicaments homéopathiques. Alors, en homéopathie, il y a plusieurs formes galéniques. Il y a soit donc les granules, c'est ce que vous voyez le plus souvent avec le petit capuchon là, qui permet justement de tourner et faire en sorte que les petits granules tombent dedans et on les met directement en bouche. Donc là, on prend, c'est souvent 5 granules 5 fois par jour. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les globules. Ce sont des plus petits, enfin les globules pour en prendre quelques-uns à la fois. C'est tout le tube qu'on prend en une fois. C'est pour ça qu'on appelle ça une dose globule. C'est pour dire qu'on prend tout le tube en une fois. Et il y a aussi ce qu'on appelle des cures de gélules de globules. Alors ça, c'est un peu spécial. Donc ça se présente comme ceci. Quand vous ouvrez, j'ai pas trouvé de photos sur lesquelles on le voyait, mais c'est une plaquette sur laquelle il y a 30 gélules numérotées. Et en fait, ça permet de donner, ici c'est du pulsatilla, et c'est une cure qui permet de passer de la dose de 6K à 1000K. Et donc en fait, quand on regarde les gélules à l'intérieur, les gélules, donc on prend une gélule par jour. Les gélules 1 à 3, ben, c'est que du 6K qui est à l'intérieur. 6 à 9, ben, on passe à 12K. 12 et 15, ce sont des 30K. La gélule numéro 20, c'est une 200K. Et la gélule numéro 30, c'est une 1000K. Et toutes les autres, ce sont des 35K. Et comme on l'avait vu, 35K ou tout multiple, c'est considéré comme un placebo. Donc en fait, ce système-là, ça permet à la personne de ne pas avoir 1, 2, 3, 4, 5 tubes différents à 5 dosages différents et de se dire « Ah, du jour 1 à 3, je dois prendre celui-là. Puis 4, 5, je dois rien prendre. Et puis 6 et 9, je dois prendre celui-là. » Ça devient un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on fait ces fameuses cures de gélules de globules pour un mois où la personne n'a qu'à suivre les chiffres et hop, tous les jours, elle prend ses globules et elle augmente petit à petit donc le dosage. Elle va vers la dilution la plus forte. À côté de ça, il y a tout ce qui est comprimé, il y a beaucoup de comprimés à sucer, il y a des gouttes, du sirop, etc. Il y a plusieurs choses qu'on peut retrouver en homéopathie. Alors, en officine, bon ben voilà, ici c'est déjà vous faire votre propre opinion sur l'homéopathie. Pour ça, je vais d'ailleurs moi vous envoyer un lien sur une vidéo YouTube que je trouve vraiment bien faite, parce que c'est une journaliste en fait qui va des deux côtés, qui va chez les médecins homéopathes et voir un peu leur, euh, leur point de vue sur l'homéopathie, pourquoi est-ce qu'ils sont pour, et elle va également chez ceux qui sont contre l'homéopathie et voir pourquoi ils sont contre l'homéopathie. Et elle a un point de vue assez neutre à ce niveau-là, et donc je vais vous demander de regarder la vidéo pour justement voir un peu ce que vous en pensez, et je vous demanderai de faire un petit travail là-dessus. Je vais vous poser 2-3 questions sur cette vidéo. Mais donc vous, en officine, si vous avez une ordonnance d'un médecin donc, qui a prescrit de l'homéopathie, ou si un patient vous demande quelque chose donc d'homéopathique, bien sûr, il faut respecter son choix. J'ai envie de dire, si son mal passe grâce à l'homéopathie, tant mieux, puisqu'il n'y aura pas d'effet secondaire, ce n'est pas des molécules chimiques, enfin, je veux dire, il n'y aura pas de contre-indication, donc tant mieux si ça passe avec ça, et qu'elle n'a pas besoin d'avoir recours à d'autres médicaments. Savoir expliquer la différence entre homéopathie et phytothérapie, parce que parfois il y a des gens qui sont demandeurs d'explications, et donc vous ne devez pas confondre homéopathie et phytothérapie, donc bien savoir faire la différence. Quand vous avez un médicament, toujours bien distinguer ceux qui sont vraiment homéopathiques à 100%, d'autres qui mélangent peut-être un peu les deux, ou qui en fait sont présentés comme homéopathiques et sont de la phyto. Donc pour rappel, tout ce qui est homéopathique, c'est tout ce qui utilise les dilutions, donc CH, D, DH ou K. Et phytothérapie, vous les reconnaissez, c'est teinture-mère, c'est extrait hydroalcoolique, ou c'est X milligrammes ou X grammes de plantes, etc. Donc, les conseils pour l'homéopathie, donc si vous en délivrez en officine, ce sont donc des médicaments qu'on prend toujours en dehors des repas. Toujours, deuxième point, à distance de café et de l'amande. Donc le café et l'amande ne sont pas interdits pendant un traitement homéopathique, mais il faut bien les prendre à distance. Du coup, il y a ce qu'on appelle, il y a l'homéofresh, le dentifrice,
qui est assez pratique puisque lui ne contient pas de menthe. Donc pour les personnes qui sont sous traitement homéopathique, c'est peut-être pas plus mal de se diriger vers ce dentifrice-là. Alors, on dit aussi qu'il ne faut pas de cuillère en inox ou en fer pour prendre tout ce qui est liquide. Donc, je vous l'ai dit, bien retenir ici que contrairement à notre médecine traditionnelle, ben, l'effet ici, il augmente avec la dilution. Retenir que dans la dilution corsacovienne, ben, tout ce qui est 35K ou multiple est considéré par les homéopathes comme étant un placebo. Si jamais vous n'avez plus de dilution 30K ou 5CH, ben vous savez que vous pouvez échanger l'un contre l'autre. Pour les homéopathes, c'est considéré comme étant la même chose. Et enfin, donc comme l'homéopathie, on peut les donner même aux bébés, mais pour tout ce qui est granules, globules, ben, il faut savoir qu'on peut les dissoudre dans un peu d'eau, ou le biberon pour pouvoir les donner. Donc voilà pour le cours d'homéopathie.